Je savais que vous alliez être un peu moins discipliné à mesure que les choses allaient se dérouler, mais bienvenue. Nous accueillons avec un petit retard incontrôlable nos panélistes de ce matin, mais je peux vous garantir que la séance à venir sera productive et révélatrice. Nous sommes privilégiés et honorés d'accueillir à Ottawa et à notre conférence la sous-secrétaire générale des affaires humanitaires et la coordonnatrice des travaux d'urgence, Madame Valérie Amos. La plupart d'entre vous la connaissez déjà très bien. Je ne vais pas insister parce que je voudrais surtout qu'on l'écoute. Mais qu'il suffise de dire qu'elle a une très longue carrière en gouvernance intérieure, mais également en affaires internationales. Elle a été une diplomate britannique distinguée, haut commissaire du Royaume-Uni en Australie. Elle a été membre du Conseil des ministres du Royaume-Uni et elle a été à la Chambre des Lords. Elle a présidé au bureau de la coordination des affaires humanitaires pendant une époque de grande fragilité et de difficultés. Elle a organisé la réponse globale à un bon nombre de crises assez complexes et délicates. Nous sommes donc honorés de pouvoir profiter de son expérience, de sa sagesse, de ses connaissances. Nous lui savons gré de nous avoir accordé du temps. Nous savons bien qu'elle n'en a pas beaucoup à sa disposition. Donc, sans plus tarder, je vous invite à accueillir Madame Valérie Amos. Merci beaucoup, Khalil, de cet accueil très chaleureux. Avant de commencer, je dois remercier la coalition humanitaire, le CRDI, l'OCA, DFAD et le ministère des Affaires étrangères du Canada pour m'avoir accueilli. Je suis ravi que l'on m'ait demandé de participer à cette deuxième conférence annuelle. Je crois savoir que vos discussions d'hier et d'aujourd'hui ont déjà été très stimulantes et fascinantes. Je voudrais également remercier le gouvernement du Canada qui joue un rôle significatif dans les secours d'urgence en situation de crise. J'espère que nous n'aurons pas à en faire autant au cours des 24 heures à venir aux Philippines. Et nous appuyons également les travailleurs humanitaires dans le monde. Je remercie les ONG, les autres partenaires ici présents qui sont à l'avant-plan des efforts pour sauver des vies dans le monde entier. On m'a demandé de parler des défis globaux auxquels nous sommes confrontés au sein de la collectivité humanitaire, pour vous donner des idées et des mesures que nous pouvons prendre pour être pertinents et efficaces. Le monde traverse des périodes politiques troubles et la solution à des conflits intraitables semble de plus en plus éloignée. Le monde se tourne vers nous pour trouver des solutions. De façon paradoxale, on attend de nous
plus de solutions à mesure où l'espoir diminue. Nous sommes sous les feux de la rampe. Nos succès, nos échecs sont amplifiés plus que jamais auparavant avec la croissance des médias sociaux et de l'utilisation de ce cycle de l'information 24 heures sur 24. Nous sommes jugés pas parce que nous avons réussi à faire, mais parce que d'autres n'ont pas réussi à faire. Nous traversons des périodes très difficiles lorsque les travailleurs humanitaires doivent résoudre des crises qui découlent de conflits, du sous-développement, de mauvais soins, de mauvaise gestion. En plus, il y a la dégradation environnementale et la croissance démographique qui sévit dans le monde entier. Des niveaux de déplacement et de migration forcée du fait de catastrophes naturelles et de conflits exercent des pressions considérables sur des pays déjà vulnérables et fragilisés. Et nous avons des niveaux de sécurité réduits du fait de la croissance du terrorisme. Il y a également autre chose qu'il est difficile de cerner. Ce sont les révoltes populaires qui contestent des gouvernements déjà bien établis. Il y a très peu de conflits nationaux. Ils sont régionaux, ils sont globaux. La Syrie et l'Irak, par exemple, qui ont une incidence sur les relations politiques avec les pays du Golfe et l'Iran, et de par des flux de réfugiés et de préoccupations de sécurité sur le Liban, la Jordanie et la Turquie, et qui ont une incidence sur les plus vastes dimensions de la politique du Moyen-Orient. La crise au Yémen, qui a également un impact de sécurité politique sur les migrations, sur la traite des personnes et ainsi de suite. Et je peux faire des connexions semblables avec la Libye, le Mali, la République centrafricaine. Cette complexité accrue, cette connectivité accrue met à l'épreuve non seulement nos relations, mais également nos tentatives de créer un milieu humanitaire. Dans l'intérêt du temps, je vais faire quelques généralisations au sujet du différents types de travail que nous faisons. D'abord, les secours d'urgence, les réponses naturelles à une catastrophe naturelle, mais ensuite la réponse à des crises lentes telles que la sécheresse, la famine ou l'investissement dans la construction qui permet la résilience des collectivités est essentiel. Et de plus en plus, le travail que nous faisons en milieu conflictuel, désespérément accéder aux personnes qui ont besoin d'aide. Les travailleurs humanitaires qui mettent leur propre vie à risque. De 2002 à 2013, plus de 80% de l'argent que nous avons demandé par des appels onusiens visait des personnes touchées par des conflits et de la violence. Les conflits durent longuement. Darfour au sud, dans la République africaine du Congo, le temps des déplacements de population dure parfois 17 ans maintenant. Lorsque j'étais en Syrie il y a 4 ans, je tâchais de persuader le gouvernement du fait qu'il avait une crise humanitaire à laquelle il était confronté. Plus d'1 million de personnes avaient besoin d'aide immédiate. Ce chiffre dépasse maintenant 12 millions à l'intérieur du pays et plus de 3 millions sont partis vers d'autres pays. Notre travail est multidimensionnel et nécessite des approches qui répondent à divers éléments précis en temps de crise, mais nécessitant de porter plus grande attention à des domaines où nous travaillons avec d'autres partenaires, ceux qui s'occupent de diplomatie, d'établissement de la paix et du développement, et nous devons examiner le rôle joué par les gouvernements nationaux.
Les statistiques ne nous disent pas tout, mais elles nous donnent une indication de la montée des besoins humanitaires à l'échelle mondiale. Au cours des 10 dernières années, les montants que nous avons demandés par des appels humanitaires sont passés de 3 milliards de dollars à 17,9 milliards de dollars pour 2014. 3 fois autant de personnes, plus de 100 millions, ont besoin d'aide. Le nombre de catastrophes liées au changement climatique, y compris les tempêtes et les inondations, sont multipliés par 10 au cours de la dernière décennie. L'an dernier, on a connu le plus grand nombre de personnes tuées par des inondations en une décennie. 118 milliards de dollars de dommages. Et si l'on examine les chiffres d'Oxfam, on projette que les personnes touchées par des désastres climatiques représentera 375 millions, augmentation de plus de 50% relativement à la moyenne de la dernière décennie. Il y a toutes sortes de raisons pour ces augmentations. Cela est alimenté par l'existence de plus grandes concentrations de personnes dans des zones inondées où sévit la sécheresse. Et sait-on si les sécheresses augmentent ou non? Peu importe. Cela se répercute sur la sécurité alimentaire et la vie d'un grand nombre de gens. 1/6 de la population mondiale vit dans des régions arides ou semi-arides. 2,4 milliards de dollars du sud de milliards de personnes du sud de l'Asie vivent dans des endroits où il y a des carences en eau considérables. Et 250 millions millions de personnes en Afrique seront dans cette situation d'ici à 2020. Si on ajoute tous ces chiffres à tous les conflits à ceux des conflits armés, cela représente un chiffre énorme. 33,3 millions de personnes sont déplacées par les conflits armés l'an dernier. Le nombre de réfugiés a augmenté de 21%. Environ 78% des personnes déplacées l'an dernier venaient de 5 zones de conflit. La Syrie, le DRC, la République centrafricaine, le Nigeria et le Soudan. Et 3 de ces pays, le Soudan, la République démocratique du Congo et la Somalie, sont responsables de plus de la moitié des demandes d'aide de 2002 à 2012. 3 pays seulement. Nous savons donc qu'il doit y avoir un problème si, sur une période de 10 ans, avec des milliards de dollars d'investissement, nous sommes encore en train de négocier l'accès, nous tâchons encore de sauver des vies et de donner aux gens les choses essentielles dont ils ont besoin. Parce que derrière chacun de ces chiffres, il y a un enfant, une femme, un homme qui a besoin de notre aide, de notre soutien. Ce sont les personnes les plus vulnérables au monde et les conflits en particulier ont le visage d'un enfant ou d'une femme. Depuis 4 ans que j'occupe ce poste, j'ai vu le meilleur et le pire de ce que les humains peuvent se faire les uns les autres. J'ai vu le prétexte à la souveraineté nationale être utilisé comme prétexte. J'ai vu l'égoïsme des dirigeants qui prétendent s'occuper de leur peuple, mais qui, dans la pratique, font le contraire. J'ai vu la fragilisation, la fragmentation des peuples, mais également une plus grande connectivité entre des personnes de cultures et de religions différentes. J'ai vu la résilience des collectivités, j'ai vu des combats pour la justice, pour l'égalité, pour les droits de la personne qui se jouent à l'échelle locale et à l'échelle mondiale. Et j'ai vu des gens et des donateurs du monde entier appuyer la mobilisation des ressources à des niveaux sans précédent. 2013 a été une année record du don humanitaire. 22 milliards de dollars américains
offert, et notamment le quart de cette somme provenant de particuliers. Et il y a l'innovation du secteur privé qui s'ajoute à cela. DHL et Ericsson, mais également toutes sortes de petites et moyennes entreprises du monde entier qui appuient la réponse communautaire. Donc, compte tenu de tout cela, comment pouvons-nous nous adapter pour que le secteur humanitaire offre les bonnes solutions aux gens qui en ont besoin, tout en nous assurant que ces personnes soient traitées avec respect et dignité? Nous devons nous réformer pour rester pertinents. Nous devons corriger nos activités. Nous devons innover, mais pas uniquement sur le plan de la technologie, mais également sur la façon de faire notre travail. Pour être efficace, nous devons écouter les gens, travailler avec eux pour trouver des solutions durables. Pas leur dire faites ce que nous vous disons de faire. Nous devons réussir à nous engager avec les populations, nous servir de TRAC-FL pour établir des appels radio interactifs dans les endroits importants. Aucun gouvernement, aucune agence ne peut répondre seul à ces crises. C'est pourquoi les préparations que nous prévoyons pour le sommet humanitaire mondial qui aura lieu à Istanbul en mai 2016 est de la plus haute importance. Parce qu'avec la croissance du besoin humanitaire, la pression à l'endroit des ressources, l'augmentation du nombre des acteurs, y compris ceux du secteur privé, et les défis aux principes qui sous-tendent notre travail, la préparation à ce sommet nous permet de voir ce que sont les défis à relever et à préparer un ordre du jour adéquat. Nous nous réunissons pour créer un système humanitaire global, inclusif. Nous devons créer des sociétés plus grandes dans la lutte contre l'Ebola, des médecins cubains travaillant dans des hôpitaux bâtis par le Royaume-Uni et payés par le budget d'aide humanitaire du Royaume-Uni. Voilà donc un partenariat incroyable. L'augmentation des transferts de liquidités ont été accrus grâce à l'aide offerte par les banques. Les partenariats dans des compagnies de télécommunications, ce qui nous permet de retrouver les gens enfouis sous les remblais après des désastres. Nous pouvons consacrer du temps et des ressources parce que nous pouvons savoir exactement ce dont les gens ont besoin. Il nous faut encourager ces partenariats, ces diverses façons de travailler entre des acteurs humanitaires, le secteur privé et les collectivités touchées. Un message vigoureux qui se dégage des consultations régionales, c'est la nécessité de forger des partenariats égalitaires avec les ONG et les organisations de la société civile. Les organismes les ONG nationaux connaissent beaucoup plus les besoins des collectivités, mais n'ont peut-être pas un siège à la table lorsque les décisions sur les secours sont prises. Et cela doit donc changer. Permettez-moi de passer à l'un des domaines de notre travail les plus complexes. Comment protéger les principes humanitaires, les principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité dans un milieu de plus en plus politisé. Transformer ces principes en outils pratiques, c'est le meilleur moyen à notre disposition pour offrir les services que nous voulons offrir et en protéger l'intégrité sur le terrain, bâtir l'acceptation des collectivités locales. C'est ainsi que les ONG peuvent travailler dans des zones contrôlées par l'EI en Syrie, alors que nous, de l'ONU, ne pouvons pas nous y rendre. Négocier l'accès, nous devons être fermes quant à nos limites, établir nos lignes de démarcation
Mon propre organisme, le BCAH, a négocié au Tchad la possibilité d'établir dans des endroits éloignés des bureaux d'aide pour aider les populations de retour du Sud-Soudan. Au cours des 2 dernières années, nous avons eu des défis énormes à relever. Je ne saurais vous dire combien de temps personnellement j'ai consacré, et je sais que vous l'avez fait également, pour essayer de rejeter les tentatives de politiser notre travail. Nous savons tous que nous devons comprendre le contexte politique dans lequel nous travaillons, mais que la réponse humanitaire soit distincte de l'influence politique en Syrie, en Irak, en Ukraine et à Gaza a été particulièrement difficile. Et nous sommes confrontés à d'autres problèmes. Le bafouement constant des lois humanitaires, des violations constantes des principes de droit. Je fais moi-même toutes sortes de déclarations à ce sujet à l'ONU, mais rien ne se produit, rien ne change. On peut soulever des questions au sujet de la responsabilité des gouvernements qui ont souscrit à ces principes, mais qui ne les mettent pas en pratique. Nous devons trouver moyen de corriger cela. Après chaque grand conflit, nous disons « plus jamais ». Et pourtant, ce que je constate tous les jours, c'est une incapacité à empêcher la violence. Recourir aux travailleurs humanitaires pour assurer des protections alors que nous ne devrions pas avoir à le faire. Nous devons trouver des solutions politiques, mais je crois que nous devons également avoir un plus grand sentiment du principe de citoyenneté humaine pour avoir un monde plus juste. Et je pense que nous pouvons tous y travailler ensemble. Merci. It is a great honor. Bonjour, c'est un grand honneur que d'avoir l'incroyable privilège de vous suivre. Tout d'abord, au nom de la salle entière, je voudrais vous remercier de votre excellente intervention qui fait écho aux discussions que nous avons eues hier et aujourd'hui, surtout pour ce qui concerne le secteur privé, l'accroissement de la résilience des populations locales, la négociation avec les humanitaires, l'accès, la coordination et non la concurrence et ainsi de suite. D'autres probablement devraient assister à des conférences futures. Nous ne pouvons pas parler de tout en 2 jours. D'autres conversations et d'autres conférences à venir. Thank you as well, just being here. Merci d'être ici à notre 2e conférence canadienne avec ce témoignage sur la contribution de la communauté humanitaire au Canada et à sa réponse globale. Encore beaucoup à faire pour contribuer aux multiples enjeux que vous avez évoqués, mais à l'écoute de votre conférence, de votre intervention, j'ai quand même espoir que des solutions puissent être trouvées. Even though that often the problem is political. Même si le problème est essentiellement politique et non opérationnel. Telle conférence constitue une occasion unique, justement, pour mobiliser et construire notre communauté humanitaire canadienne, qui est récente, qui est jeune, si on compare notamment avec nos amis d'Europe ou même des États-Unis. Réunis dans cette salle, vous êtes donc les praticiens, les chercheurs, les professionnels, les analystes, les futurs politiciens, on le souhaite, de l'humanitaire. L'idée que nous avons eue à faire cette conférence était justement de mobiliser et de construire cette communauté humanitaire en devenir au Canada. Madame Amos a fait une excellente intervention justement sur l'importance de la coordination
entre les différentes communautés de pratique, notamment entre le secteur privé, les opérations ou les organisations humanitaires. Évidemment, en ma profession maintenant d'académique, j'ajouterais celle aussi du développement des connaissances et de la recherche. Nous avons fait beaucoup, et je regarde mon collègue de la Coalition humanitaire et les gens du CRDI, justement pour assurer que cette communion entre les praticiens et les chercheurs puisse être bien intégrée lors de cette conférence. Il reste encore beaucoup à faire, j'en suis convaincu, si on veut que cette relation-là puisse justement trouver des solutions aux multiples enjeux que vous avez évoqués durant votre conférence. Votre présence dans la salle, par contre, témoigne clairement d'un intérêt et aussi d'un changement d'attitude mutuelle entre les différentes communautés de pratique. Il faut arrêter de travailler en silo. Il faut voir le problème ou les problèmes de l'humanitaire comme étant multidisciplinaires et multidimensionnels, et ce n'est pas en faisant les choses en silo qu'on trouvera des solutions. Mais nous avons fait quand même quelques efforts, et dans cette logique, je suis quand même heureux, et Nicolas Moyer en a mentionné un peu hier, de pouvoir agir comme éditeur invité d'une édition spéciale de la Revue canadienne de développement international, qui a accepté de produire une édition spécifique pour justement publier les meilleurs manuscrits, les meilleurs papiers qui auront été soumis lors de cette conférence. This special edition of the Canadian Journal. Cette édition spéciale du Canadian Journal of Development Studies sera publiée en 2015, espérons-le, et inclura les meilleurs documents présentés à cette conférence, les meilleurs essais. J'aimerais remercier le Conseil de recherche humanitaire du Canada pour son soutien à cet égard. Nous souhaitons également poursuivre la conversation, l'interaction d'ici à la prochaine conférence. Il n'y a pas de conférence planifiée officiellement pour l'an prochain. Nous allons en discuter. Mais sinon, l'année prochaine, ce sera bientôt. Et nous ne voulons pas mettre fin aux conversations, mais nous voulons plutôt continuer de poursuivre la collaboration envers les diverses communautés de pratique. Je vous invite donc à consulter le site web pour l'édition à venir, mais pour des blogs, des essais, des documents qui seront publiés par l'entremise de cette conférence. Et je vous encourage également à présenter et à participer à cette création des connaissances pour faire partie du défi multiple dont nous avons discuté au cours de ces 2 derniers jours. Des choses, je suis convaincu que vous répondrez présent lorsqu'on vous sollicitera pour des entretiens, pour différentes recherches. C'est souvent un défi comme chercheur d'avoir accès aux organisations. C'est aussi un défi, je crois, que pour les chercheurs d'avoir plus confiance envers les organisations et de travailler justement ensemble pour trouver des solutions aux enjeux qui, comme moi, vous le savez, sont extrêmement complexes. Madame Amos, merci encore pour votre présence. Je la salue. C'est avec beaucoup d'humilité que je prends bonne note de votre intervention. Et je suis convaincu qu'en mon nom et au nom de toute la salle ici, nous vous remercions aussi pour l'ensemble de votre contribution au sein de votre actuelle position, que je comprends que vous quittez sous peu, particulièrement, notamment aux efforts au niveau de la coordination et aussi d'avoir été au-delà de la langue de bois, ô combien nécessaire, notamment au Conseil de sécurité, qui justement trouve ses limites au niveau politique. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois.